vais juste commencer par quelques présentations d'usage pour vous donner un peu le point de vue que je vais aborder. Donc, je suis responsable chez SNCF d'une entité qui s'appelle la Fab IoT, qui regroupe une vingtaine de personnes et qui a pour mission d'accompagner l'entreprise dans le déploiement d'IoT. Et du coup, on met à disposition des assets technologiques, une plateforme, des contrats cadres, etc., ainsi que des expertises sur les objets, sur la connectivité, sur la partie conduite du changement, etc. Voilà, ça c'était pour les petites présentations d'usage. Avant de commencer, et afin de doser un petit peu le niveau de définition préalable à donner, est-ce que ceux qui sont vraiment pas du tout à l'aise avec la notion d'IoT pourraient lever la main? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je vais aller assez vite. Je donnerai juste les éléments pour que chacun soit assez à l'aise avec la suite de la présentation. Donc concrètement, l'IoT, pour nous, c'est quoi? Déjà, c'est la capacité à rendre communicants des choses. IoT, Internet des objets, des choses. Et chez nous, c'est quoi? C'est des installations type escalator, c'est le réseau ferré, c'est des trains, voilà, et donc tous les composants qui vont derrière. Et à partir de quoi on rend communicants tous ces objets? On les rend communicants à partir de dispositifs qui permettent de capter une information. Température du rail, CO2 dans une rame de train, pression dans un réservoir, etc. Et pour faire quoi? Parce que du coup, c'est ça qui nous intéresse. Pour faire quoi? Pour nous permettre de connaître ce qu'il se passe et pouvoir agir dessus. Voilà, une petite courbe pour vous dire, voilà, concrètement, mettre un IoT, quand j'ai pas l'information, ça peut me permettre de détecter une situation anormale. Par exemple, un escalier mécanique qui est en panne en gare Montparnasse, qui occasionne plein de désagréments pour les voyageurs. Et derrière, ça me permet de quoi de savoir ça? Ça me permet du coup de dépêcher une équipe de maintenance pour réparer cet escalier mécanique. Et puis à terme, le jour où j'ai assez de data derrière, peut-être que ça permettra de faire de la maintenance prédictive et de me dire d'agir avant même qu'une panne soit occasionnée. Alors, il y a la promesse pour SNCF dans tout ça. Je vais repartir de quelques chiffres pour vous montrer un peu les enjeux pour nous en termes d'IoT. SNCF, c'est quoi? Déjà, c'est un enjeu d'échelle. Voilà, quelques chiffres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, pas très bien, donc je vais vous les lire. 30 000 km de voies, 8 millions de mètres carrés de bâtiments, 100 000 logements, parce qu'on a aussi une filiale qui fait du logement social, notamment. 70 usines où sont réparés quotidiennement tous nos trains. C'est aussi 95 000 hectares de végétation à entretenir. C'est 17 000 matériels roulants, c'est-à-dire trains, voilà, à entretenir également. C'est 15 000 trains qui circulent chaque jour et qui, du coup, il faut surveiller. Et c'est, dernièrement 1,3 milliard d'euros de consommation énergétique. SNCF, c'est le deuxième consommateur d'énergie en France, derrière RTE. Et c'est le deuxième propriétaire foncier de France également. Donc vous imaginez un peu les enjeux d'échelle et la promesse que peut porter l'IoT derrière, parce que ce sont des installations aujourd'hui chez nous, ça c'est le deuxième enjeu, qui sont peu communicantes nativement. Donc on a du mal à surveiller en temps réel, on a du mal à connaître l'état d'utilisation réel, etc. Autre enjeu, et vous voyez à travers tous ces chiffres, c'est la variété des sujets. SNCF, c'est certes faire circuler des trains et s'occuper du confort des voyageurs, mais derrière, pour faire ça, c'est beaucoup de maintenance, c'est beaucoup de logistique. Pour réparer pour maintenir les 17 000 matériels roulants, c'est plus de 250 000 pièces réparables à commander, à suivre, à stocker, etc. Donc vous imaginez un peu les enjeux qu'on peut avoir en termes de surveillance de tous ces objets-là. Donc, du coup, l'IoT, pour nous, c'est utile, clairement. Rapidement, quelques cas d'usage. Je vous ai promis de parler de toilettes connectées, on va en parler à l'instant. Donc, premier cas d'usage qui, pour nous, est assez important, c'est tout ce qui est intrusion sur le réseau ferré, notamment sur les lignes à grande vitesse. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de vivre cette expérience merveilleuse, mais quand un TGV rentre en collision avec un sanglier, ça peut occasionner jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures de retard. Pourquoi? Parce que, en fait, quand un sanglier entre en collision avec un TGV, il peut arriver que la machine, du coup la locomotive, soit HS. Parce qu'un sanglier, c'est assez gros et le train arrive à plein de balles et le TGV est HS, ce qui peut du coup occasionner beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça chez SNCF? Parce que ce heurt de gibier, sanglier ou autre, ça arrive très souvent. Du coup, on a clôturé l'ensemble du réseau ferré. On fait des campagnes d'élagage massifs parce qu'on sait que le gibier est attiré par la végétation qui sont aux abords des voies. On travaille beaucoup avec les chasseurs, à la fois pour que
puissent abattre une certaine partie du gibier, mais aussi qu'ils ne rabattent pas le gibier pendant la période de chasse vers le réseau ferré. Voilà. Mais ça suffit pas. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, en fait, les clôtures, pourquoi elles suffisent pas? Il y a des points d'entrée qui sont des portillons qu'on utilise pour pouvoir intervenir sur le réseau. Et ces portillons, ils ne sont pas toujours fermés au moment où ils devraient l'être. Donc tout bêtement, on est en train d'installer, en tout cas on commence à installer sur certaines portions de TGV, des capteurs qui nous permettent de nous dire est-ce que le portillon il est bien fermé au moment où il doit l'être. Et on espère avec ça, du coup, gagner pas mal de minutes de perdues, c'est ce qu'on appelle chez notre jargon chez nous, de minutes perdues de retard. Deuxième exemple, voilà, je vous l'ai promis, on y arrive, le niveau d'eau des sanitaires dans les trains. Alors ça, c'est un vrai sujet qui est remonté de manière perpétuelle par toutes les enquêtes clients. Voilà, un des vrais points durs de l'expérience client dans un train, ce sont les toilettes. À la fois en termes de propreté, mais aussi en termes d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau pour tirer la chaise d'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau pour se laver les mains derrière? Bon. Et deuxièmement, pour nous, c'est un vrai enjeu opérationnel, parce qu'en fait, sur les trains de longue distance, s'il y a plus de 2 rames où les sanitaires ne sont pas approvisionnés en eau, en tout cas suffisamment, le train ne part pas. Donc vous imaginez, le train arrive en gare, hop, ah zut, il manque de l'eau dans 2 rames, bon, on doit changer de train, donc retard, etc. etc. Donc l'opportunité d'équiper les réservoirs nous a paru assez évidente, surtout que ce n'est pas hyper compliqué technologiquement parlant. Donc on le fait, on est en cours d'industrialisation, et ça nous a amené à quelques surprises, d'ailleurs pareil par ailleurs. On s'est rendu compte qu'en fait, la plupart de nos rames étaient très bien approvisionnées, voire trop. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on payait des gens à remplir pour rien. Voilà, donc en fait, ils venaient pour remplir 1 litre, 2 litres, alors qu'en fait, les réservoirs n'étaient pas du tout vides. Puis deuxième étonnement, les rames, enfin les sanitaires qui étaient systématiquement vides étaient toujours les mêmes. Alors pourquoi? En fait, on s'est rendu compte que tout bêtement, le temps imparti au remplissage dans certaines gares d'arrêt était trop court, et que du coup, le prestataire qui venait faire le remplissage n'avait pas le temps de faire tout le train. Et du coup, c'est toujours les 2 mêmes rames, les 2 dernières, qui n'étaient pas remplies. Donc les autres étaient trop remplies, et les autres, pas assez. Voilà. Donc du coup, rien que de mettre de l'IoT, ça nous a permis, nous, d'optimiser la main-d'œuvre et le temps qu'on met sur le remplissage d'eau, et puis derrière, du coup, d'un point de vue, vous, voyageurs, d'être sûr que vous avez de l'eau à bord, et que vous n'avez pas passé 3 heures avec un toilette disponible. Troisième cas, et puis je m'arrêterai là sur les exemples, les escaliers mécaniques. C'est pareil sur les ascenseurs en gare. Assez évidemment aussi, quand vous êtes client, vous avez des gros bagages, vous avez une poussette, vous êtes une personne à mobilité réduite, vous avez un fauteuil roulant. Avoir un escalier mécanique ou un ascenseur qui ne marche pas, c'est plutôt embêtant. Et en plus, aujourd'hui, nous, la façon dont c'est entretenu, c'est par ce qu'on appelle des visites régulières. Et donc, ça n'intervient pas toujours au moment où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire au moment où l'escalier va tomber en panne ou est en panne. Donc là, pareil, tout bêtement, on est en train d'équiper les escaliers mécaniques et derrière les ascenseurs de petits capteurs qui nous permettent de nous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et du coup, de faire intervenir la bonne personne au bon moment. Et puis derrière, quand on aura assez de data, parce que là, aujourd'hui, on n'en a encore pas assez, on se dit qu'on pourra peut-être aussi prédire, de se dire, en fait, on peut peut-être faire intervenir le mainteneur avant même qu'on se retrouve en situation d'avoir un escalier mécanique bloqué. Bon, une fois que j'ai dit ça, du coup, la promesse, j'espère que vous la voyez bien, de l'IoT pour SNCF. À votre avis, et là je vais faire un petit sondage rapide, on a déployé combien d'IoT chez SNCF? Je vous donne 3 choix. Il y en a qui savent. On a déployé, d'après vous, combien? Moins de 50 000, entre 50 000 et 100 000, plus de 100 000. Alors je vais commencer par la réponse 1. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on a déployé... Non, la troisième. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on a déployé plus de 100 000 capteurs? Ah, et pas mal, ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on a déployé entre 50 000 et 100 000 capteurs? Ok. Et alors ceux qui pensent qu'on a déployé moins de 50 000? Ok, très peu. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pour ça que j'ai parlé de Pépin. Voilà, d'où promesse, Pépin, perspective. Pépin, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Ah oui, 100 000 dispositifs, oui, ça nous paraît assez atteignable, vu les enjeux. Aujourd'hui, à la fin d'année, on aura déployé 5 000 IoT. Alors c'est bien, et puis on travaille dur derrière, mais pourquoi 5 000? Pourquoi pas plus? Pour plusieurs raisons, il y en a plein, mais je vais en lister quelques-unes qui me semblent les plus importantes et je pense qu'ils peuvent parler à ceux d'entre vous qui travaillent dans des grands groupes et sur des métiers industriels notamment. En fait, l'IoT, déjà, c'est une nouvelle donnée. C'est une nouvelle donnée qui transforme des façons de faire
Et c'est pas qu'une question technologique en fait. L'IoT derrière, il faut pouvoir en faire quelque chose de cette donnée. On a beaucoup de métiers pour qui, je vais parler des escaliers mécaniques et des toilettes, ça veut dire transformer complètement le métier d'un mainteneur. Aujourd'hui, les équipes sont organisées avec des plannings prévisionnels à la semaine, au mois, voire à l'année. Bah là, c'est tout chamboulé du jour au lendemain. C'est du coup de réorganiser les temps de travail des agents. C'est réorganiser les circuits d'information. Et en fait, c'est long. Donc on va y arriver, hein, mais c'est long. Deuxièmement, la donnée, surtout dans une entreprise où il y a beaucoup d'ingénieurs, bizarrement, eh ben, on n'y fait pas confiance, parce qu'on fait confiance à nos expériences, on fait confiance aux dires d'experts. Ah non, non, vous me dites que l'escalier est en panne, mais moi je suis sûre que c'est pas vrai, je pense que c'est un problème d'alimentation électrique, mais c'est pas une question de panne. Hein, voilà, non, non. Et du coup, montrer qu'on peut avoir confiance dans la donnée, ça demande beaucoup de travail aussi, hein, à la fois pour convaincre, puis chez nous, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut qu'on soit sûr de ce qu'on donne, du coup. Hein. Donc les tests qu'on peut faire sur les modèles algorithmiques derrière qui poussent la donnée, bah on fait un peu attention, parce que si on leur donne une information qui est fausse, derrière, c'est foutu. Hein. Il n'y a plus rien qui se passe. Deuxième point qui n'est pas facile en termes de pépins, bah, c'est le coût. En fait, l'IoT, ça coûte cher. Surtout dans le milieu SNCF ou dans un milieu industriel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de standard. Je prends un exemple, un capteur qui est installé aux abords du réseau ferré, bah, il faut qu'il résiste à la vitesse d'un train. Voilà. Il faut qu'il résiste aux intempéries. Et ça ne se trouve pas sur le marché en bas de chez vous. Hein. Donc c'est beaucoup de développement avec des fournisseurs qui sont capables de produire en grande série derrière. Il faut qu'on puisse passer des appels d'offres conséquents, une entreprise publique. Donc les appels d'offres, c'est long. Voilà. Donc c'est long et ça coûte cher au final. Les objets qu'on installe et qui sont spécifiques SNCF, c'est pas 20 €, hein, c'est entre 100 € au mieux, ça peut monter jusqu'à 1 000 € pièce. Donc vous imaginez bien que déployer 100 000 IoT, il faut être sûr du ROI derrière. Voilà, donc ça met un peu de temps aussi. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'une fois qu'on se dit ça, on a quand même envie d'atteindre ces plus de 100 000 dispositifs installés partout, parce que nos enjeux que j'ai présentés au démarrage, bah, ils sont là. Donc on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe sur nos 30 000 km de voies et sur nos 17 000 matériels roulants. Donc pour avancer, on fait quoi ? Bah déjà, il faut assumer quelque chose. L'IoT, c'est un compromis. C'est un compromis dans le temps, parce que finalement, on rend communicant des choses qui un jour seront peut-être nativement communicants. Je pense notamment au train, mais ce n'est pas tout de suite. Parce que la durée de vie d'un train, la durée de vie d'un rail, c'est entre 30 à 60 ans. Donc vous imaginez bien qu'on a un peu le temps de voir venir du matériel nativement communicant. Donc c'est un compromis déjà avec le temps, c'est un compromis avec l'ampleur. En fait, on peut faire déjà tellement de choses en termes d'intelligence artificielle avec de la donnée, même de mauvaise qualité. Parfois, l'IoT, il faut le prendre comme un complément. On a besoin de redresser un modèle et du coup, on a besoin de capter une information plus fiable que ce qu'on a dans nos systèmes classiques. Et donc, on met juste ce qu'il faut à un endroit, peut-être dans un temps donné, qui ne sera peut-être pas pour toujours, le capteur qui nous permet de redresser le modèle derrière. L'IoT, c'est aussi un compromis en termes de coût, c'est-à-dire en termes de ce que je veux capter comme information versus la capacité de l'objet à vivre dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, la batterie, elle a une durée de vie limitée, et plus on lui fait capter d'informations, plus la batterie est utilisée, et donc plus on va devoir la changer, donc plus on va devoir faire de la maintenance sur ces capteurs. Et donc déposer 100 000 IoT, c'est faire de la maintenance de 100 000 IoT. Vous imaginez, on n'avait pas tellement envie de les maintenir eux-mêmes, déjà qu'on doit maintenir tout le reste. Alors en plus, si on doit maintenir 100 000 IoT, on n'a pas envie que ce soit tous les jours. Donc l'IoT, il faut l'assumer, c'est un complément. Et donc peut-être qu'on ne fera pas 100 000 dispositifs d'IoT, d'ailleurs. On verra dans 3 ans, on reviendra, on vous dira ce qu'on a fait. Deuxième conviction, et c'est important, l'IoT, en termes d'organisation, pour nous, ça nécessite à la fois du standard, j'en ai parlé. Donc pour nous, par exemple, en termes de cybersécurité, ça nécessite d'avoir une seule plateforme IoT pour le groupe SNCF, pour pouvoir gérer la cybersécurité de bout en bout et avoir un point d'entrée unique vers le SI. Okay, ça nécessite d'avoir des contrats cadres uniques pour faire baisser les coûts et gagner du temps ensuite sur les phases d'industrialisation où on doit commander en masse des objets. Mais ça nécessite aussi beaucoup d'autonomie. Centraliser un déploiement d'IoT, franchement, je ne vous le conseille pas, c'est une énorme galère.
D'autant plus que, j'en ai parlé tout à l'heure, les métiers ne sont pas forcément les mêmes, les organisations d'équipe ne sont pas forcément les mêmes d'une région à l'autre, que les installations, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 70 usines qui n'ont pas été construites au même moment. Leurs installations de maintenance ne sont pas toujours les mêmes. Donc les objets qu'on va mettre dans chaque usine ne sont pas exactement toujours les mêmes. Donc déployer avec des grands programmes nationaux, comme on sait bien le faire, sur l'IoT, ce n'est pas toujours une très très bonne idée. Donc voilà, c'est toujours la juste mesure entre avoir un socle commun, avoir des expertises mutualisées, parce que ça ne sert à rien que chacun investisse dans des expertises qui sont rares, et en même temps laisser au maximum la main à ceux qui vont vraiment utiliser derrière la donnée qui sort de ces objets. Et puis dernière conviction qui est importante, notamment pour convaincre, il faut donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Ça ne sert à rien de mettre de l'IoT si en fait on n'en fait rien, parce que ça coûte cher, je le redis. Bon, c'est un petit exemple, mais voilà, typiquement, une information utile, il y a un piano qui vous arrive dessus. L'information utile, c'est tout de suite, sortez de là. L'information dangereuse, c'est on vous donne tout le préambule, voilà, l'objet fait tant, et le temps que vous ayez fini de lire, en fait, le piano est sur vous. À l'inverse, ça peut être dans l'autre sens, et c'est vraiment le cas, notamment chez nous, une information dangereuse en termes de prédiction, c'est de dire il va y avoir une panne sur telle rame, quand ? On ne dit pas que c'est une probabilité, donc on ne donne pas le levier de décision en disant en fait c'est 80% de chance ou 20% de chance, etc. Et on ne dit pas quoi. Donc merci, on va mobiliser une équipe entière d'expertises différentes pour aller regarder sur une rame en urgence s'il y a un problème, si se trouve il n'y en a pas. Puis dernier point, puis ensuite on aura le temps du coup d'échanger. Dernier point, l'IoT, j'espère que vous avoir convaincu de ça. L'IoT, c'est surtout une bonne dose de réalisme. On nous parle beaucoup de maintenance prédictive et c'est vers quoi on tend. Et moi, j'espère vraiment que quand on revient dans 3 ans, on pourra vous dire, chez SNCF, on fait de la maintenance prédictive à grande échelle, on a de l'intelligence embarquée, on fait des choses incroyables. Mais pour l'instant, soyons un peu réalistes, on n'a pas de bouton magique pour nous dire on va prédire.